Il y avait une forme de liberté que les générations d'aujourd'hui ne connaîtront peut-être jamais. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer si on ne l'a pas vécu, l'absence totale de pression. J'étais ado dans les années 80, et je dis souvent à mes enfants, qui sont ados aujourd'hui, j'aimerais tellement que vous puissiez vivre ne serait-ce qu'un seul été en 1986. Pas pour toujours. Juste pour ressentir ce que c'était que de vivre sans cette douche constante de posts, de pubs, de messages, de comparaisons, et surtout sans cette attente permanente d'être connecté, de devoir montrer une vie parfaite à chaque instant. À l'époque, on ne savait pas ce que tout le monde faisait à chaque moment. Si un ami partait en vacances, on ne voyait pas 47 photos mises en ligne en temps réel. On en parlait à son retour, autour d'un soda ou au lycée, peut-être avec quelques photos imprimées, posées sur la table. Et si une fête avait lieu sans nous, on ne le savait souvent même pas. Et si on le savait, ça faisait mal une journée, pas pendant des semaines à chaque fois qu'on ouvrait une appli. On ne passait pas notre adolescence à gérer une image publique. On n'était pas en train de créer une marque personnelle à 14 ans. On n'éditait pas nos vies pour paraître cool ou populaire ou intéressant. On vivait. L'ennui n'était pas une catastrophe, c'était l'état par défaut des grandes vacances, et de cet ennui naissaient les meilleurs souvenirs, des après-midi entiers à traîner sans but, des virées à vélo sans destination, des heures à rien faire sauf exister. On ne courait pas après des likes, des commentaires, des vues. Il n'y avait pas de tableau de score sur ta personnalité. Il n'y avait pas cette comparaison permanente. Pas d'algorithme pour nous montrer ce à quoi on était censé ressembler, ce qu'on devait désirer, ce qu'on devait être. On pouvait être ado, maladroit, paumé, en chantier, et personne à part nos proches n'observait ça. On avait l'espace pour grandir sans public. Sans performance. Les ados d'aujourd'hui vivent sous une forme de surveillance douce mais constante. Même quand ils ne publient rien, ils savent qu'ils devraient. Il y a cette voix de fond qui murmure « Pourquoi t'as rien posté ? Pourquoi t'as pas liké sa story ? Pourquoi t'as pas répondu plus vite ? Tu vas passer pour quoi si tu disparais ?» C'est une pression qui ne s'arrête jamais. Et souvent, ils ne se rendent même pas compte à quel point ça leur prend de l'énergie, à gérer cette présence numérique, à maintenir cette vitrine d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas leur faute. On leur a mis ça entre les mains. On a construit un monde qui récompense l'image avant la réalité, la réaction avant la réflexion. Et maintenant, on regarde une génération entière grandir sans jamais vraiment savoir ce que ça fait, juste d'exister, sans miroir numérique pour les renvoyer à eux-mêmes en permanence. Je ne veux pas idéaliser le passé, hein. Les années 80 avaient leurs problèmes. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quand je repense à mes étés d'ado, je ne ressens pas de fatigue. Je ne me sens pas jugé. Je ne me sens pas observé. Je me sens libre. Et franchement, je donnerais n'importe quoi pour que mes enfants puissent ressentir ça, juste une fois. L'un des comportements que nous avons peu à peu abandonné avec l'avènement des smartphones modernes, c'est de mémoriser des dizaines de numéros de téléphone. Il fut un temps où connaître par cœur les numéros de ses proches faisait partie du quotidien. On savait celui de ses parents, de ses grands-parents, de ses amis, du médecin, de l'école, de la maison, du travail. C'était instinctif. On les récitait dans sa tête comme une poésie familière, on les griffonnait dans des carnets, on les murmurait en tournant les cadrans ou en appuyant sur les touches des vieux téléphones fixes. Il y avait une forme d'intimité dans cette mémoire partagée entre le cerveau et l'objet. Retenir ces chiffres, c'était garder un lien actif, conscient, presque affectif avec les gens. Oublier un numéro signifiait souvent que la relation s'était étiolée. Aujourd'hui, nous avons transféré cette responsabilité à nos téléphones. Il nous suffit d'un nom dans un répertoire, d'une touche sur l'écran, d'une commande vocale. Tout est automatique, rapide, invisible. Et dans ce confort absolu, quelque chose de subtil s'est perdu. Demandez à quelqu'un de vous donner le numéro de sa mère sans consulter son téléphone. Il y a de grandes chances qu'il ne le sache pas. Ce n'est pas qu'il s'en fiche,
mais plutôt que la technologie lui a offert une échappatoire à cet effort mental. Cela pose des questions intéressantes. Que faisons-nous de notre mémoire lorsqu'elle n'a plus besoin de retenir ce type d'informations ? Que devient notre dépendance à l'appareil quand on se rend compte que sans lui, on est incapable d'atteindre des gens qu'on aime ? Cette externalisation de la mémoire, bien qu'efficace, nous rend aussi vulnérables. Un téléphone perdu ou hors service, et tout un PAN de nos connexions disparaît momentanément. Il ne s'agit pas de diaboliser les progrès technologiques. Il est indéniable que les smartphones ont simplifié et enrichi nos vies. Mais il est fascinant de réaliser que des gestes aussi simples que mémoriser un numéro de téléphone étaient autrefois des preuves concrètes d'attention et de lien. Aujourd'hui, nous gagnons en efficacité ce que nous perdons parfois en présence. Il y a eu une époque pas si lointaine où appeler son copain ou sa copine signifiait bien plus qu'appuyer sur un nom dans une liste de contacts. C'était un véritable rituel, souvent chargé de nervosité, de maladresse, parfois même d'humiliation douce. Parce que pour atteindre cette personne que vous aviez hâte d'entendre, il fallait d'abord franchir un obstacle redoutable, ses parents. Pas de numéro personnel. Pas de messagerie privée. Vous appuyez sur le téléphone fixe familial, et ce n'était presque jamais la personne que vous cherchiez qui répondait. C'était le père. Ou la mère. Parfois un frère ou une sœur, ce qui n'était pas forcément mieux. Et là, commençait ce petit moment d'angoisse, ce duel verbal tendu où vous deviez d'abord vous présenter, demander poliment si votre copain ou votre copine était là, tout en priant pour que la voix de l'autre côté du combiné ne soit pas glaciale ou méfiante. Chaque appel était un test d'équilibre entre respect, courage et discrétion. Et quand la personne que vous appeliez n'était pas là, il fallait soit laisser un message, soit accepter de raccrocher et retenter plus tard, en vivant avec cette légère honte d'avoir été intercepté par un adulte qui savait pertinemment pourquoi vous appeliez. Aujourd'hui, ce genre de moment a pratiquement disparu. On peut envoyer un message instantané, un vocal, une photo, on peut appeler directement, faire un FaceTime, échanger sans filtre, sans obstacle, sans témoin. C'est plus pratique, c'est plus fluide, mais c'est aussi totalement désincarné. Il n'y a plus de passerelle à franchir, plus de petits rites de passage qui rappelaient que se rapprocher de quelqu'un impliquait parfois de faire face à son entourage. Ces interactions involontaires créaient aussi une forme d'humanité. Elles forçaient à s'exposer un peu, à apprendre à parler aux adultes, à se montrer digne de confiance. Ce n'était pas juste une affaire de séduction entre deux personnes, c'était tout un écosystème dans lequel il fallait s'insérer. Être capable de parler sans bégayer au père de votre petit ami ou de votre petite amie, c'était un cap, un de ces petits moments de gêne qui vous faisaient grandir, souvent plus que vous ne le réalisiez sur le moment. Avec la disparition de ces échanges forcés mais pleins de vérité, on a gagné en fluidité relationnelle, mais on a peut-être perdu un peu en épaisseur humaine. Ces appels maladroits, ces silences gênants, ces voix graves qui disaient un instant avant d'appeler leur enfant dans la maison, faisaient partie d'une époque où chaque relation passait, d'une manière ou d'une autre, par le monde réel et ses gardiens. Il existait un monde, pas si lointain, dans lequel on pouvait faire des erreurs, dire des bêtises, se ridiculiser, tomber, se relever, et tout ça sans que rien ne soit capturé, enregistré, diffusé, analysé ou ressorti des années plus tard. C'était une époque où la vie n'avait pas besoin d'être documentée pour être vécue. On pouvait exister dans l'instant, puis laisser ce moment disparaître, naturellement, comme il se doit. Grandir signifiait faire des erreurs. Parfois grosses, parfois honteuses. On disait des choses stupides, on s'habillait n'importe comment, on fréquentait les mauvaises personnes, on expérimentait, on apprenait, et surtout, on avait le droit d'évoluer. Ce droit, aujourd'hui, est devenu un luxe. Parce que tout est filmé. Tout est posté. Tout est commenté. Le moindre faux pas devient un mème, un extrait viral, une capture d'écran qu'on ressortira des années plus tard pour juger une version passée de soi qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on est devenue. Il y a une tristesse sourde dans cette absence d'anonymat. Parce que sans l'oubli, il n'y a pas vraiment de pardon. Il n'y a pas de mue tranquille, pas de renaissance discrète.
Tout le monde traîne derrière soi une traînée numérique, une archive involontaire de moments parfois insignifiants mais interprétés sans contexte, souvent à charge. Un commentaire maladroit d'un ado de 14 ans peut devenir une preuve contre lui à 28 ans. Une vidéo gênante postée sans méchanceté peut revenir comme un boomerang dans un entretien d'embauche. L'identité est devenue figée par les archives, alors qu'elle est, fondamentalement, mouvante. Ceux qui ont grandi sans réseaux sociaux, sans smartphone dans chaque main, ont connu cette liberté inestimable de disparaître. De sortir sans qu'on sache où. De faire une erreur sans que personne ne le sache sauf ceux qui étaient là. D'oublier quelque chose sans que quelqu'un le leur rappelle 3 jours plus tard avec une photo ou un post. Ce n'était pas de l'isolement, c'était de la respiration. Une forme d'espace vital que la technologie a rétréci. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre dans un monde où tout peut être public, même ce qui ne devrait pas l'être. Où chaque action, même anodine, peut avoir une trace, un témoin, une répercussion. Et surtout, il faut apprendre à pardonner, à soi comme aux autres, malgré cette mémoire numérique implacable qui ne laisse plus les choses se dissoudre dans l'oubli naturel du temps. On ne reviendra pas en arrière. Mais il faudrait peut-être réapprendre à donner aux gens ce que le monde d'avant leur offrait sans condition, le droit d'évoluer dans l'ombre, de se chercher dans le silence, de devenir quelqu'un sans avoir à se justifier en permanence pour la personne qu'ils ont été. Il y avait quelque chose de presque magique dans ce petit geste banal, aller passer un appel à une cabine téléphonique, glisser la main dans le retour de pièces, et sentir le tintement d'une ou deux pièces oubliées. C'était un instant suspendu, un éclat de chance minuscule mais réel. Trouver de la monnaie dans la fente, c'était comme découvrir un trésor dont personne ne voulait, une récompense imprévue pour avoir eu la curiosité de vérifier. Ce n'était jamais grand-chose. 10 centimes. 25. Parfois un franc entier, si on remonte assez loin. Mais à cet âge, dans ce contexte, c'était suffisant pour déclencher une micro-aventure, un bonbon en plus, une seconde tentative d'appel, ou juste la joie simple d'avoir gagné quelque chose sans rien faire. C'était un monde où même les détails ordinaires pouvaient vous surprendre. Les cabines téléphoniques elles-mêmes étaient des points de passage fascinants. Des lieux publics mais intimes. On y entrait pour appeler quelqu'un, parfois pour pleurer, parfois pour hurler, parfois pour dire « je t'aime » avec un fil entre les doigts et le souffle en écho contre la paroi vitrée. Le combiné était lourd, les touches du clavier dur, la sonnerie aiguë. C'était un acte concret, qui exigeait un minimum de volonté. Et la cabine, malgré son inconfort, offrait un abri momentané dans la rue. Et puis, il y avait ce geste automatique, vérifier le retour de pièces, même sans raison. Comme un réflexe, un espoir ténu que l'univers vous glisse quelque chose entre les doigts. Aujourd'hui, cette sensation n'existe plus. Il n'y a plus de cabine, plus de retour de monnaie. Même la monnaie elle-même devient rare. Les téléphones sont devenus des extensions de notre main, et les appels, souvent remplacés par des messages silencieux, ne coûtent plus une pièce, mais juste un peu d'attention et de batterie. Ce genre de souvenir semble anodin, mais il dit beaucoup d'une époque où la technologie n'était pas encore invisible, où les gestes avaient une forme, un poids, une attente. Où l'on glissait une pièce, où l'on attendait la tonalité, où chaque appel était un petit événement, pas une commodité. Et où, parfois, on repartait avec un peu plus que ce qu'on avait mis. Une surprise tombée du quotidien. Une pièce oubliée. Une trace de passage humain. Il y avait un temps où partir quelque part signifiait d'abord s'arrêter pour réfléchir. On ne demandait pas à une voix synthétique de nous guider virage après virage. Il fallait mémoriser. On demandait des explications à quelqu'un, on notait des indications sur un bout de papier, on lisait une carte routière pliée 10 fois, on visualisait l'itinéraire dans sa tête avant même de démarrer la voiture ou d'enfourcher son vélo. C'était un exercice de concentration, de confiance en sa mémoire, et d'attention au monde réel. Il n'y avait pas de GPS. Pas de recalcul automatique. Pas de flèche bleue qui vous suit à l'écran. Si vous vous trompiez, vous deviez vous arrêter, reconnaître les lieux, rebrousser chemin ou, plus souvent,
demandez votre chemin à un inconnu. C'était un monde où l'orientation n'était pas une application, mais une compétence. On se repérait avec des repères physiques, le café à l'angle, l'église sur la colline, le virage juste après le grand chêne. Et quand on arrivait à bon port, c'était une petite victoire. Parce qu'on avait trouvé. Parce qu'on s'était trouvé. Aujourd'hui, on a perdu ce rapport direct à l'espace. Les gens vont quelque part sans jamais vraiment savoir où c'est. Ils suivent une ligne, une voie, un écran. Ils ne retiennent pas le trajet, ne regardent plus les rues, ne comprennent plus comment les lieux s'articulent entre eux. Dès que le GPS tombe en panne ou que le signal faiblit, on est perdu, au sens le plus littéral. Comme si la capacité à se situer soi-même avait été externalisée dans la poche. Mais il y avait quelque chose de profondément humain dans le fait de se fier à sa mémoire et à son sens de l'observation. Cela forgeait une forme d'intelligence spatiale, une conscience du territoire. On connaissait ses trajets, ses détours, ses chemins favoris. On se souvenait que si tu vois la station-service, c'est que t'as été trop loin. Et ce savoir n'était pas virtuel. Il vivait en nous. Cela ne veut pas dire que la technologie est mauvaise. Les GPS ont rendu la navigation plus accessible, ont évité bien des disputes en voiture, ont permis d'aller dans des endroits qu'on n'aurait jamais osé explorer. Mais dans le même temps, on a cédé une part de notre autonomie mentale. Et avec elle, un petit PAN du plaisir de découvrir, de comprendre, d'apprendre le monde en l'habitant activement. Se souvenir d'un itinéraire, ce n'était pas juste savoir comment aller quelque part. C'était une manière de s'ancrer dans la réalité. De devenir un peu plus présent. Un peu plus maître de soi. Et franchement, se tromper de route, parfois, c'était aussi la meilleure manière de découvrir quelque chose de nouveau. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, chaque foyer recevait un gros livre épais, imprimé sur du papier mince, avec une couverture aux couleurs ternes et une odeur d'encre bien reconnaissable. Ce n'était pas un roman, ni un magazine, ni un catalogue. C'était un annuaire téléphonique. Un objet banal, distribué gratuitement, que personne ne trouvait inquiétant. Et pourtant, il contenait littéralement les noms, numéros de téléphone et adresses de presque tout le monde dans la ville. Oui, c'était normal. C'était même pratique. Vous vouliez appeler votre voisine? Vous cherchiez le nom de la mère de votre ami de classe? Vous aviez besoin de trouver un plombier? Vous feuilletiez l'annuaire. Tout était là. Nom, prénom, adresse complète, numéro, noir sur blanc, public, gratuit, accessible à tous. Ce niveau de transparence, aujourd'hui, paraît impensable. Il ne s'agissait pas d'une fuite de données. Ce n'était pas une atteinte à la vie privée. C'était la norme. Personne ne s'en formalisait vraiment. Et si, pour une raison ou une autre, vous ne vouliez pas apparaître dans l'annuaire, il fallait faire une démarche active pour devenir liste rouge. Autrement dit, par défaut, votre vie était publique, à portée de doigt de n'importe qui. Il est fascinant de voir à quel point les mentalités ont changé. Aujourd'hui, le simple fait de partager son numéro de téléphone en ligne, même dans un cadre professionnel, est un acte mûrement réfléchi. On floute les plaques d'immatriculation sur les photos. On retire son nom de Google. On s'inquiète des bases de données, des fuites, des doxing. On vit dans une époque où l'anonymat est devenu un refuge précieux, un rempart contre l'intrusion numérique permanente. Et pourtant, à l'époque de l'annuaire papier, tout était là. Et ça ne posait pas de problème majeur. Peut-être parce que l'information, bien qu'accessible, n'était pas instantanément exploitable par un algorithme. Il fallait la chercher, physiquement. Il fallait tourner les pages, lire, recopier. Il y avait une lenteur rassurante dans cette exposition publique. Le contraste est saisissant, on est passé d'un monde où tout le monde pouvait savoir où vous habitiez et comment vous appelez, à un monde où l'on s'efforce d'être introuvable, de disparaître des listes, des archives, des moteurs de recherche. Et paradoxalement, malgré cette disparition volontaire, on est plus traçable que jamais.
Parce que ce n'est plus un annuaire qu'on consulte, mais une base de données invisible, alimentée par nos clics, nos likes, nos recherches, nos moindres mouvements. Il y avait quelque chose d'étrangement honnête dans l'annuaire. Tout le monde était exposé pareillement. Pas de profil public soigneusement façonné. Pas d'avatar. Juste un nom, une adresse, un numéro. Rien à cacher. Rien à mettre en scène. Un monde où l'information personnelle était banale, mais la surveillance, elle, quasiment inexistante. Aujourd'hui, on a tout inversé. On protège férocement nos données, mais on les donne sans réfléchir à chaque inscription, chaque appli, chaque réseau. On est invisible dans l'annuaire, mais parfaitement visible dans les coulisses du numérique. Il fut un temps où aimer un groupe ou un film signifiait plus qu'un simple clic sur une playlist ou un abonnement à une plateforme. C'était une activité physique, presque rituelle. Tu te rendais dans un magasin de disques ou de location de films, souvent à pied ou en bus, avec un but précis en tête ou simplement l'envie de fouiller. C'était un lieu qui condensait à la fois les goûts, les passions, les découvertes et surtout, les gens. Il y avait quelque chose de profondément humain dans l'expérience de traîner dans les rayons d'un disquaire ou d'un vidéoclub. Tu pouvais tomber sur quelqu'un qui tenait le même album que toi, ou qui regardait les mêmes VHS que toi. Parfois, il y avait des discussions spontanées. T'as écouté le dernier ? Ce groupe-là, c'est une tuerie. Ce film, il n'est pas aussi bien que le précédent. C'était simple, organique, social. Tu appartenais à une petite tribu sans même le chercher, uniquement parce que vous étiez là, ensemble, à aimer la même chose, au même moment, dans le même endroit. Et puis, il y avait le personnel. Le vendeur passionné qui te conseillait un disque obscur parce qu'il pensait que ça te plairait, même s'il ne connaissait pas ton nom. Le mec derrière le comptoir qui te laissait louer 2 films pour le prix d'un parce que t'étais un habitué. Ces gens-là faisaient partie du décor, mais aussi de ton éducation culturelle. Ils t'ouvraient des portes que l'algorithme, aujourd'hui, ne peut pas deviner. Maintenant, tout est sur ton téléphone. L'équivalent d'1 million de disquaires et de vidéoclubs à portée de pouce. Une offre infinie, un accès immédiat, une efficacité redoutable. Mais aucun regard complice. Aucun échange fortuit. Aucun humain. La boutique est vide. Tu es seul dans cette immensité virtuelle, avec des recommandations générées par des lignes de code basées sur ce que tu as déjà aimé. Plus de surprises humaines. Plus de rencontres accidentelles. Juste une suite de choix aseptisés, confortables, prévisibles. Ce n'est pas que l'ère numérique soit dépourvue de valeur. Elle a permis à des millions de gens d'accéder à une culture qu'ils n'auraient jamais pu découvrir autrement. Mais elle a, en même temps, effacé l'aspect communautaire, local, chaleureux de ces lieux où l'on découvrait la musique et le cinéma avec les mains, les yeux et les autres. Il n'y avait pas que des produits dans les rayons, il y avait des histoires, des goûts partagés, des sourires timides entre 2 clients qui réalisaient qu'ils étaient un peu du même monde. On peut aujourd'hui écouter tout ce qu'on veut. Voir tout ce qu'on veut. À toute heure. Partout. Mais il manque la scène. Le lieu. Le regard du voisin dans le rayon. L'impatience de rentrer chez soi avec un album encore emballé ou une cassette qu'on allait revoir 3 fois avant de la rendre. Il manque ce lien social discret, mais puissant, qui faisait de la culture une aventure vécue, pas juste consommée. Il y avait un plaisir particulier dans ces discussions un peu idiotes, souvent lancées autour d'un verre, dans un salon ou au fond d'un pub, où personne n'avait tout à fait raison mais tout le monde avait un avis. Quelque chose comme « Mais si, c'est elle l'actrice dans ce film. Tu rigoles ? C'était pas elle, c'était l'autre là, celle qui jouait dans ce truc avec Hugh Grant. » Et ça partait. 20 minutes de débat, d'arguments tordus, de souvenirs approximatifs, d'impressions fortes transformées en certitudes. Et c'était ça, le charme. Personne ne sortait son téléphone. Parce qu'on n'en avait pas, ou parce qu'on s'en foutait.
On préférait continuer à se chamailler, à rire, à insister avec mauvaise foi. Le jeu n'était pas dans la vérité, mais dans le chemin pour y arriver. Ce n'était pas l'information qui comptait, c'était la joute verbale, les clins d'œil complices, les paris absurdes sur une date ou un nom d'acteur. Aujourd'hui, tout peut être réglé en 10 secondes. Tu poses la question, tu demandes à Google, et voilà, l'actrice, l'année, le score, le nom du chien du personnage secondaire. Précis. Implacable. Et la conversation s'arrête là. Il n'y a plus de doute, plus de débat. Juste une réponse froide, immédiate, indiscutable. Un clic qui coupe court à ce qui aurait pu être une demi-heure de rire et de mauvaise foi jubilatoire. Ce n'est pas qu'on soit devenu plus intelligent. On est juste devenu plus efficace. Et quelque part, c'est là que réside la perte. Parce que ces moments de flou collectif, où tout le monde se rappelle un truc différemment, c'étaient des moments de lien. On se découvrait dans ce qu'on croyait savoir, dans ce qu'on s'inventait. C'était de la mémoire partagée, pas toujours fiable, mais toujours vivante. Il y avait quelque chose de profondément humain dans ces discussions sans enjeu, dans le droit à l'erreur, dans la beauté de se tromper ensemble. Et ce n'est pas que la technologie empêche ça. C'est juste qu'elle ne laisse plus beaucoup de place au vide, à l'incertitude, à l'errance. Elle nous donne la réponse avant qu'on ait fini de savourer la question. Je pense que ce qu'on regrette, ce n'est pas juste l'absence de débat sur une actrice oubliée. C'est le fait que ces petits riens étaient des prétextes pour rester ensemble un peu plus longtemps. Pour rire. Pour se lancer des regards moqueurs. Pour sentir qu'on partageait quelque chose, même si c'était faux. C'était du lien pur, léger, inutile, donc précieux. Alors oui, parfois, je rêve d'un pub sans Wi-Fi. D'un monde où on laisse volontairement les questions ouvertes, juste pour le plaisir de se perdre ensemble dans les réponses. Il y avait une liberté totale dans le simple fait de quitter la maison le matin avec quelques pièces de monnaie dans la poche et aucun plan précis. Pas d'agenda, pas de suivi, pas de notification. Tu savais juste que tu allais passer la journée dehors, que tu rentrerais à la tombée du jour, et que personne ne pouvait vraiment te retrouver entre-temps. C'était normal. C'était même attendu. Tant que tu ne faisais pas de vagues, tu pouvais être n'importe où. Et honnêtement, c'était glorieux. Ce n'était pas de l'insouciance. C'était de la confiance. Un pacte tacite entre toi et le monde, dans lequel tu grandissais sans surveillance constante. Tu prenais ton vélo, tu retrouvais des amis au terrain vague, tu allais acheter des bonbons à l'épicerie, tu passais l'après-midi à explorer des ruelles ou à jouer au ballon dans un parc dont les adultes ignoraient l'existence. Ton univers tenait dans ton quartier, mais il te semblait immense. Et dans ta poche, ces quelques pièces avaient une valeur immense. Une boisson. Une glace. Un appel depuis une cabine, si vraiment c'était urgent. Tu apprenais à gérer ton budget comme un aventurier gère sa gourde, avec prudence et stratégie. Rien n'était automatique. Il n'y avait pas d'application pour t'envoyer de l'argent ou localiser tes amis. Si tu voulais les voir, tu allais les chercher. À pied. Et tu toquais à la porte. Et puis il y avait la mémoire. Celle des numéros de téléphone. Tu en connaissais une poignée par cœur, mais ils étaient ancrés profondément. 6 chiffres. Simples. Mais tu pouvais les réciter en dormant. Celui de tes meilleurs amis. De chez tes parents. Des voisins avec qui vous aviez une ligne de vie quasi permanente, surtout l'été. Pas besoin de carnet. Pas besoin de téléphone. C'était en toi. Parce que tu en avais besoin, et que c'était utile. Et puis, c'était aussi un lien affectif, connaître un numéro par cœur, c'était avoir une vraie place dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, cette liberté a disparu, presque sans qu'on s'en rende compte. On a troqué l'autonomie contre la connectivité. On ne quitte plus vraiment les autres. On reste joignable. On partage sa position en temps réel. On répond immédiatement. Et quelque part, le monde est devenu plus sûr, mais aussi plus étroit. On vit avec une laisse invisible, une carte interactive en fond d'écran,
une attente constante d'être disponible. Mais ce que cette époque avait de précieux, c'était ce sentiment d'espace, d'aventure, de responsabilité personnelle. Tu étais seul, mais jamais isolé. Tu savais quoi faire, où aller, qui appeler si besoin. Et le monde te faisait confiance pour t'en sortir. Ce n'était pas parfait, mais c'était formateur. C'était humain. Et c'est peut-être ça qu'on regrette, plus que tout, ce mélange unique de liberté, de silence et de présence au monde, que seules quelques pièces dans une poche et une journée vide de contraintes pouvaient offrir. Il y avait une brutalité délicieuse dans le fait de raccrocher un combiné en colère. Pas un simple appui sur une touche. Pas un glissement du doigt sur un écran. Non, une vraie fin de conversation. Un claquement sec, un bang sonore qui résonnait dans la pièce. Une manière de dire « c'est terminé » avec le poids physique du geste, le bruit net du plastique contre le socle, et cette petite vibration dans la main qui scellait l'instant. Un mélange de colère et de soulagement, impossible à reproduire dans le silence impersonnel d'un appel mobile terminé d'un simple tap sur une icône rouge. Un point final hurlé sans mots. Même si tu regrettais parfois ensuite, sur le moment, ça avait du sens. Ça te permettait de vider quelque chose. Et de l'autre côté, celui qui écoutait entendait ton mécontentement. Il ne pouvait pas prétendre que la ligne avait coupé. Il y avait une violence symbolique dans ce claquement que tout le monde comprenait. Recevoir une lettre. Une vraie, pas un message, pas un mail, pas un DM ni un cœur rouge en story. Une enveloppe, du papier, une écriture. Une trace physique de quelqu'un qui a pris le temps de s'asseoir, de réfléchir, de formuler, de poser ses pensées sur une page qu'il savait que toi seul allais lire. Il y avait une lenteur sacrée dans ce geste. Rien n'était instantané. Il fallait écrire, plier, glisser dans l'enveloppe, coller un timbre, aller jusqu'à une boîte aux lettres. Puis attendre. Parfois plusieurs jours. Et quand la lettre arrivait enfin, c'était un petit miracle. Ton nom, écrit à la main. Ton adresse. L'encre un peu bavée. Parfois un dessin, un parfum discret, un autocollant kitsch. Une émotion matérialisée. Rien à voir avec une notification sur un écran. C'était intime, c'était tactile. C'était réel. Et s'il s'agissait d'une lettre d'amour, alors c'était encore plus puissant. Parce que cette personne n'avait pas juste pensé à toi. Elle avait transformé ce sentiment en mots. Des mots qu'elle ne pouvait pas effacer, ni éditer. Pas de correcteur automatique. Pas de suppression rapide d'une phrase maladroite. Ce qui était écrit était offert, vulnérable, sincère. Chaque rature devenait une trace d'humanité. Chaque mot choisi résonnait plus fort parce qu'il n'était pas jeté à la va-vite dans une conversation numérique, mais déposé là, avec soin, comme un secret murmuré à distance. Une lettre d'amour, c'était quelque chose que tu pouvais relire 1000 fois. La cacher sous un oreiller. La glisser dans un journal. L'ouvrir quand ça n'allait pas. Elle vieillissait avec toi. Elle changeait de sens au fil du temps. Elle se froissait, elle s'imprégnait de ton vécu. Elle devenait un talisman. Ce que tu ne peux pas faire avec un message. Un message se perd dans une mer de conversation. Une lettre, elle reste. Aujourd'hui, tout va trop vite. On envoie des « je t'aime » en emoji. On partage des réels romantiques comme si ça suffisait à dire l'essentiel. Et bien sûr, il y a de la beauté là-dedans aussi. L'instantanéité a ses propres formes de tendresse. Mais elle n'a pas ce poids. Elle n'a pas cette gravité douce qu'une lettre portait. Elle ne demande pas autant de courage, ni autant d'engagement. Recevoir une lettre, c'était être vu. C'était être choisi dans le tumulte. C'était savoir que quelqu'un, quelque part, avait pris du temps pour toi et seulement toi. Ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, disait quelque chose que les messages numériques ne disent jamais vraiment, tu en vaux la peine.
Il y avait une époque, pas si lointaine, où disparaître pour une journée n'était pas seulement possible, c'était banal. Personne ne s'en inquiétait. Personne ne lançait une opération de recherche si tu n'avais pas répondu dans l'heure. Tu pouvais sortir faire les magasins, partir marcher, te poser sur un banc avec un sandwich et un bouquin, aller chez un ami à l'improviste ou traîner dans un café, et personne ne savait exactement où tu étais. Et c'était très bien comme ça. Ce n'était pas un manque de communication. C'était une forme de respect implicite de l'espace personnel. L'absence était normale. Les silences étaient naturels. Si quelqu'un ne te répondait pas, tu ne te disais pas qu'il te snobait. Tu te disais qu'il était occupé, qu'il vivait sa journée, qu'il n'était pas là. Et ça s'arrêtait là. Il y avait une légèreté dans cette manière d'exister. Un espace mental que les technologies modernes ont en grande partie avalé. Aujourd'hui, ne pas être joignable est perçu comme un acte. Comme une rupture de contrat social. On vit dans une société où l'on est censé être atteignable à tout moment, dans toutes les circonstances. Si tu ne réponds pas, on t'appelle. Si tu n'appelles pas, on t'envoie un message. Si tu ne lis pas, on check ton statut. Si tu n'as rien posté depuis quelques heures, on s'inquiète. Tu ne peux plus juste être ailleurs. Tu dois justifier ton silence. Et même si, techniquement, tu peux encore disparaître pour la journée en laissant ton téléphone chez toi, en le mettant en mode avion ou en coupant toutes les notifications, ce n'est plus socialement neutre. Il y aura des conséquences. Tu rentreras chez toi avec des appels manqués, des messages inquiets, parfois même des reproches. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as brisé cette norme implicite selon laquelle être disponible est là par défaut. Aller à un concert, vraiment y aller, c'était autre chose avant que les téléphones ne s'interposent entre nous et le moment. Tu achetais ton billet, tu attendais ce jour avec impatience pendant des semaines, parfois des mois. Et quand enfin les lumières s'éteignaient, quand les premières notes retentissaient et que la foule hurlait, tu étais là, pleinement, sans filtre. Les yeux grands ouverts. Le cœur qui battait. Les bras en l'air. Pas de caméra levée. Pas de flash. Pas d'écran entre toi et ce que tu vivais. Tu ne te disais pas, je dois filmer ce morceau pour Insta. Tu ne pensais pas, il faut absolument que je montre que j'étais là. Parce que justement, tu étais là. Et c'était suffisant. Mieux, c'était précieux. Tu t'imprégnais du moment, du son, des visages autour de toi, de cette vibration partagée qui ne ressemblait à rien d'autre. Et quand tu en parlais après, tu n'avais rien à montrer, juste tes mots, ton excitation, ton sourire. Tu racontais ce que tu avais ressenti, pas ce que tu avais capturé. Aujourd'hui, les concerts sont devenus des océans d'écrans levés. Des vidéos floues, mal cadrées, avec un son saturé, que personne ne regardera deux fois, mais qu'on filme quand même, comme pour prouver qu'on y était, même si, au fond, on y était à moitié. On regarde l'artiste à travers l'objectif. On vit le concert comme un contenu à produire, pas comme une expérience à vivre. Et dans cette course à l'archivage, on perd quelque chose de fondamental, la présence. La vérité, c'est qu'on se souvient 1000 fois mieux d'un concert vécu à 100% avec ses yeux, ses oreilles, ses tripes, que de 10 clips de 20 secondes stockés dans la mémoire d'un téléphone. Parce que ce qui reste, ce n'est pas l'image parfaite, c'est l'émotion brute. Le moment où tout le monde a chanté ensemble. Le frisson au premier accord. Le silence juste avant le rappel. Ces choses-là ne se capturent pas. Elles s'impriment. Et ce n'est pas une question de génération ou de technophobie. C'est une question de priorité. De capacité à être là, vraiment là, sans chercher à tout enregistrer, tout figer, tout montrer. Parce que parfois, vivre un moment pour soi, sans témoin, sans trace, c'est ce qui le rend le plus vrai. Le plus fort. Le plus à toi. Aller à un concert, c'était vivre quelque chose d'éphémère et l'accepter comme tel. Aujourd'hui, on a peur de l'oubli, alors on enregistre. Mais en faisant ça, on oublie peut-être l'essentiel, que les souvenirs les plus puissants ne sont pas dans le téléphone.
Ils sont dans nous. Passer des petits mots en classe, c'était un article, une tradition sacrée de la vie scolaire, un acte à la fois interdit et profondément humain. Une feuille pliée en 4, griffonnée à la hâte au fond du cahier, glissée discrètement sous la table ou transmise de main en main avec un regard complice. Ce n'était pas juste un message. C'était un lien. Un geste risqué, intime, spontané. Chaque petit mot avait sa propre énergie. Parfois une déclaration d'amour maladroite. Parfois un dessin débile. Parfois une phrase assassin sur le prof qui tournait le dos. Il y avait des conversations entières qui se déroulaient en silence, sous le radar de l'autorité. Et la tension de l'échange faisait partie du plaisir. Le regard furtif vers le prof, la synchronisation millimétrée, le cœur qui battait un peu plus fort quand la feuille passait de main en main. C'était plus qu'une simple communication. C'était un acte de rébellion douce, de résistance au cadre rigide de l'école. Un espace de liberté dans un monde de règles. Tu ne pouvais pas effacer ce que tu écrivais, ni le corriger. Tu écrivais avec ton écriture, ton style, ton odeur d'encre. Et quand tu recevais un mot, tu le lisais comme un trésor. Tu le repliais. Tu le gardais. Parfois, tu les collectionnais comme des reliques d'une époque secrète. Aujourd'hui, les ados s'envoient des messages en classe, bien sûr. Par texto, par WhatsApp, sur Snap. C'est rapide, discret, efficace. Mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a plus le frisson du papier. Plus cette attente, ce suspense, ce geste complice. Tout est fluide, oui, mais tout est aussi éphémère. Les messages disparaissent. Les captures d'écran remplacent les souvenirs. Il reste peu de traces, peu de matière. Ce qu'on a perdu avec la fin des petits mots, c'est ce mélange rare de lenteur et d'audace. Cette communication tactile, vulnérable, pleine d'erreurs charmantes et d'encre bavée. Un petit mot, ça se froissait, ça se cachait dans une trousse ou une poche. Ça pouvait tomber, être intercepté, déclencher un fou rire ou un drame de récré. C'était vivant. C'était réel. On n'est pas là pour dire que c'était mieux avant. Mais parfois, oui, c'était plus incarné. On écrivait pour de vrai. On prenait un risque. On créait un souvenir. Et il y a une nostalgie douce à se souvenir de cette époque où la communication passait par des feuilles volantes, des gribouillis et des mains tremblantes sous le bureau. À une époque, ton patron ne pouvait pas te joindre si tu ne le voulais pas, et c'était parfaitement normal. C'était la norme. Si tu quittais le bureau, tu étais hors de portée. Tu retrouvais ta vie personnelle, tu décompressais, tu vivais. Et personne n'y voyait de problème. Il y avait une barrière claire entre le travail et la vie privée. Une frontière respectée par défaut. Ce n'était pas considéré comme de la paresse ni un manque d'engagement professionnel. C'était simplement compris que tout le monde avait le droit à son temps. Le travail restait au bureau et ta maison n'était pas une annexe de ton open space. Aujourd'hui, c'est comme si cette frontière avait été démolie à coups de notifications et d'appels WhatsApp. Beaucoup d'employeurs attendent d'une personne qu'elle soit joignable en permanence. Jour, nuit, week-end, vacances. Ils te donnent un téléphone pro, mais ce n'est pas un outil, c'est une laisse numérique. Et si tu oses ne pas répondre, c'est perçu comme une forme de rébellion. Comme si tu étais en faute d'avoir une vie. On en arrive à des situations absurdes où il faut justifier de ne pas avoir répondu à un mail envoyé à 22h un dimanche. Ce qui me dérange profondément, ce n'est pas juste l'attente d'une disponibilité totale. C'est le fait que ce soit devenu tellement banal. Comme si c'était le nouveau standard. Comme si dire non, c'était être pas motivé, pas investi, voire pas fait pour ce poste. Il n'y a plus de respect pour les temps morts, pour le silence, pour l'absence volontaire. Tout est urgent, tout le temps. Et dans cette logique, ton temps ne t'appartient plus. Tu es en veille constante. Ce n'est plus du salariat, c'est une forme douce d'occupation mentale continue. Et pourtant,
cette hyperdisponibilité ne rend pas les gens plus efficaces. Elle les épuise. Elle les rend anxieux. Elle sabote leur sommeil, leur humeur, leurs relations personnelles. Mais beaucoup d'entreprises ne voient que le côté pratique de cette accessibilité permanente. Elles oublient que derrière le téléphone, il y a un être humain. Pas un robot. Je pense que c'est sain, et même nécessaire, de rétablir cette distance. De dire, après 18 heures, je ne suis plus là. De refuser de répondre à des messages professionnels en dehors des heures de travail. De ne pas culpabiliser pour ça. Parce que ce n'est pas de la paresse, c'est du respect de soi. Et c'est aussi une manière de se protéger pour pouvoir durer dans le temps. Parce qu'au fond, si on laisse les autres tout prendre, il ne restera plus rien de nous à la fin de la journée. Né en 78. Et récemment, quelqu'un a lancé une discussion sur ce qu'on faisait pendant les pauses au travail avant les smartphones. C'était anodin comme question, mais ça a déclenché chez moi une sorte de vague de nostalgie discrète, un petit rappel doux amer d'un temps pas si lointain où le monde tournait un peu différemment. À l'époque, pendant les pauses, on ne s'isolait pas chacun devant un écran. On traînait avec les collègues, on discutait, on blaguait, on se racontait nos galères, parfois nos vies. Quelqu'un avait un magazine, un autre lisait un bouquin. D'ailleurs, presque tout le monde avait un livre dans son sac ou dans son casier. C'était normal. Comme si c'était juste une partie du quotidien, d'avoir une lecture en cours, de suivre un truc qui demandait un peu d'attention et de patience. Et puis il y avait les consoles portables, Game Boy, PSP, DS. C'était pas rare de voir un collègue en pause avec ses écouteurs et sa petite console, et c'était accepté. Personne ne te regardait de travers si tu préférais ton petit moment solo. Mais ce qui m'a marqué, c'est que même dans ces cas-là, il y avait une sorte de coexistence tranquille. On partageait l'espace. Ce n'était pas juste la manière de passer le temps qui était différente. C'était l'état d'esprit. Quand tu avais 15 minutes de pause, tu étais vraiment en pause. Tu n'essayais pas de répondre à un message pro, de rattraper des notifications, de scroller en mode pilote automatique. Tu t'arrêtais. Tu soufflais. Tu te connectais avec les autres ou avec toi-même. Et dans la salle de pause, ce petit sas de décompression, il y avait souvent une ambiance presque chaleureuse. Même quand les gens venaient d'univers très différents, les discussions naissaient facilement. Des échanges spontanés, parfois profonds, parfois stupides, mais toujours humains. Ce n'est pas que j'ai envie de jouer au vieux con qui radote que « c'était mieux avant ». Ce n'est pas ça. Je ne suis pas contre les smartphones, ni la technologie. Ce que je regrette un peu, c'est la disparition de certaines habitudes qui favorisaient une forme de lenteur, de présence, d'attention. On transportait des contenus longs, on lisait sur papier, on discutait sans agenda. Il y avait une curiosité tranquille, une disponibilité à l'instant. Aujourd'hui, je trouve que les pauses sont devenues plus silencieuses. Chacun dans sa bulle, les yeux rivés sur l'écran, les écouteurs enfoncés, les pouces qui défilent sans fin. Peut-être qu'on se protège, peut-être qu'on est fatigué, peut-être que tout va trop vite. Mais parfois je me demande si on n'a pas perdu un petit quelque chose dans le processus. Pas un truc énorme, pas une révolution. Juste cette petite fenêtre humaine, ce moment sans pression, où on n'était pas productif, pas distrait, juste là. Il fut un temps où les jeux vidéo étaient juste des jeux vidéo. Tu les achetais une fois, tu mettais la cartouche ou le CD dans la console, et c'était parti. Tout était là, dans le jeu. Tu jouais, tu découvrais, tu t'amusais. Et surtout, tu n'étais pas constamment en train de repousser des fenêtres te demandant si tu voulais acheter une boîte surprise pour 4,99 €. Il n'y avait pas cette pression insidieuse, cette manière détournée de transformer ton temps libre en potentiel de monétisation. Le jeu n'essayait pas de te vendre quelque chose toutes les 10 minutes. Il ne se comportait pas comme un commercial en costume bien repassé avec un sourire trop blanc pour être honnête. Il se contentait d'être du fun. Aujourd'hui, beaucoup de jeux ressemblent plus à des plateformes de vente qu'à des expériences ludiques.
Ils te donnent un avant-goût, puis ils te font ramer, littéralement. Le gameplay est construit autour de la frustration. Tu avances un peu, on te ralentit. On te donne l'impression que tu pourrais gagner, mais juste si tu débloques ce pack. Tu perds une course? Tu aurais pu gagner si tu avais payé pour ce moteur. Tu veux une nouvelle armure? Elle est techniquement accessible, mais après 60 heures de farm, sauf si tu claques 7,99 €. Et ce n'est même plus une surprise. C'est intégré dans la structure même du jeu. Ce qu'on appelait « grain » autrefois, c'était un vrai challenge. Une manière d'apprendre les mécaniques, de développer des réflexes, de comprendre l'univers du jeu. C'était difficile, oui, mais juste. Aujourd'hui, le grain est souvent artificiel. Conçu non pas pour tester ta persévérance, mais pour t'user psychologiquement. Pour t'amener à te dire « Ok, je paie, je veux juste avancer ». Je ne dis pas que tout était parfait avant. Il y avait aussi des jeux médiocres, des studios qui sortaient des trucs bâclés. Mais la philosophie était différente. Tu achetais un jeu, tu le possédais. Il n'y avait pas cette impression constante d'être pris pour un portefeuille sur pattes. Les développeurs construisaient des expériences complètes, parfois même gigantesques, sans avoir à te faire passer par la caisse à chaque étape. On sentait la passion. Le respect du joueur. Le contrat était clair, tu paies, tu joues, tu profites. Aujourd'hui, il faut fouiller pour retrouver cette sensation. Elle existe encore, bien sûr. Mais elle est noyée sous un océan de mécaniques manipulatrices, de systèmes économiques opaques, de monnaies virtuelles volontairement confuses. Le jeu n'est plus une fin en soi, c'est un entonnoir vers l'achat. Et ça m'attriste. Pas parce que je suis nostalgique, mais parce que je sais à quel point le médium peut être extraordinaire. Et je vois trop souvent son potentiel sacrifié sur l'autel du profit immédiat. L'ennui. Ce mot qui a presque une connotation de faute dans notre monde actuel. Comme si s'ennuyer signifiait automatiquement qu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire, qu'on perd du temps, qu'on est inutile. Et pourtant, l'ennui n'est pas seulement acceptable. Il est nécessaire. Il y a quelques décennies, s'ennuyer faisait partie de la vie normale. Il n'y avait pas toujours quelque chose à faire, pas toujours une distraction à portée de main. T'étais assis dans une salle d'attente? Tu regardais autour de toi. Tu attendais un bus? Tu laissais tes pensées vagabonder. Enfant, tu traînais dans ta chambre à fixer le plafond, à inventer des jeux avec 3 bouts de ficelle. Et dans ces moments d'ennui naissaient parfois les idées les plus folles, les plus créatives. C'est dans ces silences mentaux que le cerveau respire, qu'il assemble des morceaux disparates, qu'il crée. Aujourd'hui, on tue l'ennui à la racine. Au moindre moment vide, on sort le téléphone. Une notification, une vidéo, un scroll rapide. Et l'instant est rempli. On a tellement peur de ce vide qu'on le noie sous le bruit. Mais à force de combler chaque seconde, on s'épuise. Parce qu'on ne laisse plus jamais le temps à l'esprit de se poser, de se réinitialiser, de se recentrer. On pense qu'on se détend en regardant des réels ou en jouant à un jeu mobile, mais en réalité, on continue d'ingérer. Il n'y a pas de pause. Juste un flux constant. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que l'ennui n'est pas l'absence de stimulation. C'est l'espace dans lequel la vraie réflexion peut émerger. C'est quand tu n'as rien à faire que ton cerveau commence à se demander « et si ?» Ou alors il ne se demande rien, et juste, il plane. Et ça aussi, c'est précieux. Ne pas produire. Ne pas performer. Ne pas consommer. Juste être. Ça n'a rien de paresseux. C'est une forme de santé mentale. Je me suis surpris l'autre jour à ne pas avoir de Wi-Fi pendant quelques heures. J'ai commencé à tourner en rond, à chercher un truc à faire. Puis je me suis assis. Rien. Et puis, lentement, des pensées que je n'avais pas eu le temps de vraiment formuler sont remontées. Des souvenirs. Des idées. Des envies. J'ai écrit un peu. Pas parce que je m'y étais forcé,
mais parce qu'il y avait enfin de la place pour que ça émerge. On dit souvent que la créativité naît de la contrainte. Je pense que l'ennui est une de ces contraintes. Et loin de devoir être éliminé à tout prix, il devrait être réhabilité. Accepté. Même recherché. Parce que dans un monde où tout va trop vite, apprendre à s'ennuyer, c'est apprendre à exister autrement. Plus lentement. Plus librement. Plus humainement. Jouer dehors, dans la rue. C'était ça, le cœur de l'enfance pour beaucoup d'entre nous. Pas juste une activité, mais un mode de vie. Je me souviens avoir passé la majeure partie de mes journées dehors. Et quand je dis dehors, je parle vraiment dehors, dans la rue, sur les trottoirs, dans un terrain vague, entre deux voitures garées, sous les lampadaires quand la nuit tombait. Le bitume, la poussière, les cris, les rires, les disputes pour savoir si le ballon était rentré ou non. On jouait à cache-cache, à chat, au foot avec des sacs en guise de poteau. On courait sans but précis, on grimpait, on tombait, on se relevait. Et ça durait des heures. Il y avait une liberté là-dedans. Une forme de confiance implicite dans le monde extérieur. On sortait après l'école et parfois on rentrait juste pour dîner. On savait qu'on pouvait frapper chez un copain pour l'appeler, que les rues étaient notre terrain de jeu. Les adultes n'étaient pas loin, mais ils n'intervenaient pas. Il y avait ce mélange d'autonomie et de communauté, cette impression que le monde nous appartenait à hauteur d'enfant. Aujourd'hui, c'est un choc culturel, presque un mirage, de voir des enfants jouer dehors. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Mais c'est rare. Presque exceptionnel. Beaucoup d'enfants jouent à l'intérieur, surveillés, organisés, encadrés. Le jeu libre, sans structure, sans adulte pour arbitrer, semble s'être étiolé. Et ça me fait quelque chose. Pas par nostalgie pure. Mais parce que je me rends compte que cette liberté que j'ai connue, cette énergie brute et spontanée, est en train de disparaître. Il y a 1000 raisons à ça. Le monde a changé. Les peurs ont grandi. L'espace urbain s'est refermé. Les voitures ont pris plus de place, les horaires des enfants sont plus chargés, les parents plus stressés. Les écrans ont capté l'attention. Et la rue, autrefois vivante et bruyante de jeux d'enfants, est devenue calme. Trop calme. Et pourtant, je crois qu'il y avait quelque chose de profondément formateur dans ces heures passées dehors. Apprendre à gérer les conflits sans adultes. À négocier une règle de jeu. À se faire une place dans un groupe. À connaître physiquement son quartier, son trottoir, les bosses du goudron. Ce n'était pas juste du divertissement, c'était du développement humain brut, organique. Quand je vois un petit groupe d'enfants encore jouer dans une cour ou sur un bout de pelouse entre deux immeubles, ça me fait sourire. Mais ça me fait aussi un peu mal. Parce que je me rends compte que ce qui était la norme est maintenant une exception. Et je me demande quel impact ça aura. Sur leur rapport à la liberté. Sur leur créativité. Sur leur lien au monde réel, pas celui à travers un écran. Peut-être qu'on ne peut pas revenir complètement à ce mode de vie. Mais on peut au moins se poser la question, pourquoi est-ce que c'était si précieux ? Et est-ce qu'on ne devrait pas chercher à le préserver, même juste un peu, avant qu'il ne disparaisse complètement ? Faire ses devoirs avec des encyclopédies. Pas de Google, pas de Wikipédia. Juste ces gros bouquins lourds rangés sur une étagère, souvent en plusieurs volumes. Ils avaient cette odeur de papier vieilli et ce bruit si particulier quand tu tournais leurs pages glacées. Quand un prof te demandait un exposé sur les volcans ou la Grèce antique, tu partais en quête, parfois au CDI du collège, parfois directement dans la bibliothèque du salon familial. Et tu cherchais. Tu lisais, tu recopiais à la main, en essayant de reformuler pour pas faire du mot à mot. Il n'y avait pas de copier-coller, pas de raccourci. C'était lent, c'était imparfait, mais ça t'apprenait à fouiller, à t'attarder, à comprendre un minimum ce que tu écrivais. Et puis, se retrouver enfermé dehors parce qu'on avait oublié ses clés, c'était presque un rite de passage. On n'envoyait pas un texto à ses parents.
On allait sonner chez les voisins. Des voisins qu'on connaissait. Qui te laissaient entrer, qui te demandaient si tu voulais un jus, qui te disaient de rester là en attendant que ta mère rentre. Il y avait cette proximité humaine, cette espèce de filet de sécurité implicite dans le quartier. Tu connaissais leurs prénoms. Eux connaissaient les tiens. Et dans ces petits moments de galère, il y avait de la chaleur. Aujourd'hui, on vit plus replié, plus discret. On peut habiter 10 ans à côté de quelqu'un sans jamais échanger plus qu'un bonjour. Et puis cette phrase. Tu rentres quand les lampadaires s'allument. C'était la seule règle, le seul repère. Pas besoin de montre, pas de GPS, pas de notification. Juste l'observation. Le monde autour de toi qui changeait de teinte, la lumière orangée qui commençait à s'allumer sur les rues, comme une alarme douce et naturelle. Tu savais que tu avais encore 5 minutes pour finir ta partie de cache-cache ou marquer un dernier but. Et tu courais vers la maison, un peu essoufflé, les joues rouges, heureux. Parce que tu avais passé la journée dehors, avec tes potes, à inventer, à courir, à vivre. Ce n'était pas un monde parfait. Il y avait aussi ses limites, ses défauts. Mais il y avait une texture, une présence, une lenteur qui manque aujourd'hui. On était connectés, mais autrement. Par le regard, par la voix, par la proximité physique. L'info était plus difficile à obtenir, mais elle se méritait. Les liens étaient plus solides parce qu'ils passaient par le réel. Et nos repères, comme l'allumage d'un lampadaire, étaient ancrés dans le monde concret, pas dans un calendrier numérique. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière. Mais je pense que ça vaut la peine de se souvenir de tout ça. Pas pour être nostalgique gratuitement. Mais pour se demander, qu'est-ce qu'on a perdu en chemin ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas en récupérer une partie, même un peu, dans la manière dont on vit aujourd'hui ? Il y avait une époque où regarder une série, ce n'était pas juste consommer un épisode dans ton coin, à n'importe quelle heure, entre 2 notifications. C'était un rendez-vous. Un moment précis, attendu, parfois toute la semaine. 1 heure de diffusion, un seul écran dans la maison, et souvent une vraie stratégie autour de ça. Il fallait être là. Être prêt. Avoir fini les devoirs, le dîner expédié, tout calé pour s'installer devant la télé à l'heure exacte. Tu n'avais pas le luxe de le regarder plus tard. Et si tu devais aller aux toilettes, tu courais pendant la pub. C'était ça ou rater un moment crucial. Et rater, ce n'était pas une option. Parce que le lendemain matin, à l'école, tout le monde allait en parler. C'était une expérience collective. On vivait l'épisode ensemble, chacun chez soi, mais en parallèle, en synchronisation. Puis on débriefait dans la cour de récré ou entre 2 cours, excités, choqués, émus. Il n'y avait pas de spoiler à éviter sur les réseaux, parce que les réactions se vivaient en direct, entre humains. Et ça créait un vrai lien. On partageait le stress du final, l'attente du générique, les théories pour la suite. Ce n'était pas juste du contenu à binge. C'était un événement. Et puis il y avait les magazines. Ceux qu'on achetait rien que pour quelques pages. Tu les ouvrais, tu repérais une pub avec ton groupe préféré, une photo de film, une affiche de jeu vidéo, et tu découpais. C'était un rituel. Tu collais ça dans ton agenda, sur ton casier, parfois même dans ton placard. Tu créais ton petit univers visuel. Ton goût pour certaines marques, certains artistes, certains styles passaient par ces images imprimées. Et ça comptait. Parce que ça montrait qui tu étais, ce que tu aimais. C'était une sorte de vitrine de toi-même, mais faite de ciseaux, de colle, de papier glacé. Pas de like, pas d'algorithme. Juste tes choix, ta créativité, ton esthétique perso. Ce qui me frappe avec tout ça, c'est que ces expériences étaient lentes, concrètes et profondément sociales. Elles prenaient du temps, demandaient de l'attention, et surtout, elles étaient partagées. On n'était pas tous dans notre bulle à regarder chacun un épisode différent à une heure différente. On vibrait ensemble. On vivait les mêmes choses, au même moment. Et ça tissait du lien. Un lien qui ne passait pas par un fil d'actualité,
mais par des conversations réelles, dans les couloirs, à la pause déjeuner, devant les casiers décorés à la main. Aujourd'hui, le contenu est partout, tout le temps. Et c'est pratique, oui. Mais parfois je me demande ce qu'on a perdu en ne devant plus attendre. En ne devant plus partager ce moment précis avec d'autres. En ne vivant plus ces rendez-vous collectifs qui faisaient qu'un simple épisode devenait un souvenir commun. Pas juste une trace dans l'historique de visionnage, mais un vrai moment de vie. Il fut un temps où, lorsque tu étais avec quelqu'un, tu étais vraiment avec cette personne. Pas de téléphone posé entre vous sur la table, pas de vibration qui te fait jeter un œil furtif à l'écran toutes les 2 minutes. Juste une présence réelle. Une conversation avec des regards, des silences, des rires qui venaient naturellement. Et ce n'était même pas une question de politesse à l'époque. C'était juste normal. Quand tu étais avec quelqu'un, ton attention lui était dédiée. Tu ne partageais pas ce moment avec 8 autres personnes via une série de messages en arrière-plan. Il n'y avait pas cette sensation d'être en compétition avec un écran. Aujourd'hui, il est devenu presque banal de voir 2 personnes attablées, chacune absorbée par son téléphone. Des couples, des amis, des collègues qui partagent un espace physique mais vivent chacun dans une bulle numérique parallèle. Et le plus ironique, c'est qu'on appelle ça être connecté. Mais ce n'est pas vraiment une connexion. C'est un éparpillement. Une dispersion de l'attention, une fragmentation de la présence. On répond à un message pendant qu'on écoute à moitié quelqu'un nous parler. On réagit à une story alors qu'on est assis face à quelqu'un qui aurait aimé un regard, un mot, un sourire. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie. Elle a ses bénéfices. Les messages nous rapprochent de ceux qui sont loin, nous permettent de garder contact, de partager. Mais ce que je trouve triste, c'est quand ils prennent le dessus sur ceux qui sont juste là. Quand on donne plus d'attention à une conversation digitale qu'à la personne en face. Quand on commence à vivre les moments non pas pour eux-mêmes, mais pour les documenter, les partager, les envoyer à quelqu'un d'autre, ailleurs, plus tard. Je me souviens de moments simples, des discussions tardives dans une voiture garée, des cafés pris sans autre distraction, des après-midi entiers à juste parler, ou ne rien dire du tout, ensemble. C'était ça, être présent. Entendre l'autre, le voir, le ressentir. Ne pas avoir la tentation permanente de vérifier ce qu'il se passe ailleurs. Et parfois je me demande, à force d'être partout, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier comment être ici ? Vraiment ici, dans l'instant, dans l'échange, dans l'attention pleine. Peut-être qu'on devrait réapprendre à poser le téléphone. Pas parce que c'est mieux ou plus poli, mais parce que ça change tout. Le regard devient plus franc. La parole plus fluide. Le moment plus vrai. Et ça, c'est quelque chose que ni un texto, ni un like, ni un message instantané ne pourra jamais vraiment remplacer. Il y avait une forme de liberté que les générations d'aujourd'hui ne connaîtront peut-être jamais. Celle de sortir de chez soi pour aller traîner avec ses amis, sans que ses parents puissent vous contacter à tout moment de la journée. Avant les téléphones portables, une fois que vous franchissiez la porte, vous apparteniez au monde extérieur. Vous étiez injoignable, coupé du cocon familial, livré à l'imprévu, à l'aventure, à l'autonomie. Les parents, eux, devaient faire un choix, faire confiance ou se ronger les sangs. Il n'y avait pas de message pour demander si tout allait bien, pas de localisation GPS pour vérifier où vous étiez, pas d'appel répété pour vous rappeler de rentrer à une certaine heure. Ils vous donnaient un horaire, un lieu de rendez-vous, et vous laissaient partir. C'était un contrat tacite basé sur la confiance et la débrouillardise. Cette distance imposée par la technologie, ou plutôt par son absence, créait un espace où les jeunes apprenaient à gérer seuls leur temps, leurs erreurs, leurs itinéraires. Si vous vous perdiez, vous demandiez votre chemin. Si un plan tombait à l'eau, vous vous réorganisiez avec ceux qui étaient là. Si quelque chose tournait mal, il fallait parfois attendre de rentrer pour en parler. Cela forgeait une forme de résilience, une indépendance mentale qu'on n'acquiert pas aussi facilement dans un monde où chaque décision est potentiellement supervisée à distance. Aujourd'hui,
On vit dans une ère de connectivité permanente. Et même si cela rassure, cela encadre aussi de manière invisible. On est joignable tout le temps, traçable, localisable. Il est presque inconcevable de ne pas répondre à un message pendant plusieurs heures sans que cela suscite de l'inquiétude ou de l'irritation. Le moindre silence numérique devient suspect. Et dans ce maillage permanent, la liberté de disparaître quelques heures du radar est devenue presque subversive. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose que les parents puissent garder un œil sur leurs enfants, surtout dans un monde qui semble plus incertain qu'avant. Mais en contrepartie, on a perdu cette bulle d'autonomie sauvage, ce petit territoire de solitude choisi où l'on pouvait simplement exister sans être constamment en ligne. Cette liberté n'était pas seulement un privilège, c'était une étape essentielle dans la construction de soi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.